La petite saison de pluie n'est plus toute seule. Elle s'est fait accompagner toute cette semaine d'une pluie de déclarations des acteurs publics. Ce n'est plus arrivé depuis plusieurs mois puisque la pandémie de la Covid-19 a réussi à infecter bien de prises de position. Les professeurs et docteurs, immunologues, infectiologues et virologues n'ont plus partagé seuls les plateaux radio et télévision. Pour leur part, ils continuent d'inciter à aller se faire vacciner. Le pays dispose de plusieurs centres de vaccination et sans doute de doses assez suffisantes pour faire face à la demande. Cette semaine, il a été bien question de demande, de partout presque, puisque traditionnellement, depuis ces dernières années, il est difficile de parler de santé sans y associer l'éducation. Les écoles du Togo ont brillé ces 2 ou 3 dernières années par leur calme et sérénité. Les vagues successives de grèves et de mouvements d'humeur et parfois de manifestations d'élèves et écoliers ont semblé appartenir définitivement au passé. L'avalanche de réactions dans le secteur en question vient rappeler que, tel un volcan, ce secteur s'était juste endormi. 2 ministres étaient prêts à contenir les coulées de lave. Gilbert Barra a lancé en début de semaine que des dispositions plus exigeantes et plus fermes seront prises contre ceux qui observeraient cette grève. Déjà au premier jour de ce mouvement, les organisateurs de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale ont exprimé leur satisfaction. Le secrétaire général de la FESEN, satisfait, a révélé globalement le mouvement de grève est suivi et c'est au lendemain de ce mouvement que la communauté nationale a découvert le déclassement de 1192 directeurs d'école du préscolaire et du primaire. La prouesse est du ministre Dodi Kokoroko. Intervenant lui aussi devant l'éruption, il aura montré toute son assurance. Il n'y a pas un problème aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, soit. Mais comment comprendre alors la suite des interventions du ministre? Les directeurs sont renvoyés à la craie ou encore la normalité, nous l'incarnons. C'est ceux qui s'agitent qui doivent comprendre que leurs méthodes sont inacceptables. Le mot inacceptable ou le concept est repris ailleurs par des acteurs politiques, cette fois-ci à propos de l'interpellation à Lomé de Jean-Paul Oumoulou, ancien leader étudiant et récemment nommé ambassadeur par Gbéomé Kodjo, revendiquant la victoire à la dernière élection présidentielle. La DMK dénonce un kidnapping et exige une libération pure, simple, immédiate et sans condition. Le candidat du mouvement appelle à l'union sacrée. Fonya Singbe n'aura aucun répit tant que Oumoulou n'aura pas été libéré, à scène l'ancien ministre Akla Essoboko. Après cette pluie de réactions, une pluie de questions. Comment comprendre le déplacement loméen de celui qui est connu pour être très critique envers les autorités locales? Pourquoi n'est-il pas resté à Accra ou à Cotonou, l'un des frontières du Togo? Serions-nous en réalité en face d'une symphonie qui risque de continuer? Symphonie inachevée ou pas, seule l'histoire rendra compte, mais déjà, le journal togolais qui porte le même nom, la symphonie n'a pas été achevée puisqu'il a été juste suspendu. Raison, avoir critiqué la suspension de Guadiana. Qui alors pour critiquer la suspension de la symphonie? Bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Notre invité est le professeur David Doucet, premier porte-parole de Togo Debout. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Romaric Freitas. Professeur David Doucet, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour Romaric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur vos ondes. Comment vous allez ce dimanche? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Nous ouvrons donc cette phase de questions-réponses par la vie des médias dans le pays, puisqu'un deuxième journal est suspendu en l'espace de quelques semaines. Il s'agit de la symphonie. Comment réagissez-vous à cette suspension? Je crois que si on se réfère au mémo que le comité pour la libération des détenus politiques avait sorti il y a quelques mois déjà sur la situation sociopolitique de notre pays, on se rend compte que c'est malheureusement une situation qui est en train de se tendre davantage avec les restrictions de l'espace civique qui sont en train de se poursuivre et la suspension de ce journal, Symphonie, s'inscrit malheureusement dans le sillage de ce que nous avons dénoncé, c'est-à-dire des journalistes qui sont censurés, des organes qui sont suspendus, fermés, la RAC qui intervient de façon péremptoire. Et quand on se rend compte que ce journal est suspendu tout simplement pour avoir osé critiquer une décision de la RAC, finalement, on se demande où on est, dans quel pays on vit. N'a-t-on plus le droit de critiquer? N'a-t-on plus le droit de donner un avis sur une décision qui paraît inique? Donc, cela interroge. Je ne sais pas où nous allons,
Mais vous qui êtes journaliste, je pense que vous avez du pain sur la planche. Justement, la question que j'allais poser, c'est que est-ce que vous constatez, comme nous, que finalement c'est un sale temps pour la presse? C'est effectivement un sale temps pour la presse. Au-delà de ce journal, il y a The Guardian, il y a eu l'Alternative. Je crois que même Liberté, à un moment donné, si mes souvenirs sont bons, sans compter les journalistes eux-mêmes qui se retrouvent devant la justice. Et au-delà de la question des journalistes, lorsqu'on parle de restriction de l'espace civique, il y a également les activistes. Nous avons le cas de M. Omolou. Nous avons des détenus politiques, des gens qui sont maintenus en détention tout simplement pour des faits d'opinion. Nous avons cette impunité au niveau du secteur de la justice, avec une justice à deux vitesses, qui d'une part fait tomber son couperet sur certaines personnalités, et d'autre part refuse ou ferme les yeux sur des crimes de sang, sur des crimes économiques, et tout cela ne permet pas d'espérer en tout cas des lendemains très très bons pour notre pays. Donc effectivement, la presse est en difficulté, le secteur des droits de l'homme est en difficulté, les citoyens sont en difficulté, le Togo est en difficulté, mais nous allons continuer de parler, de conscientiser, d'expliquer. Peut-être qu'un jour, le soleil va traverser la brume. Là, on sent que vous reprochez un certain nombre de choses à ceux qui suspendent ou à ceux qui portent des décisions qui font mal à la presse. Est-ce que la presse elle-même ne doit pas se mettre en cause quelque part dans ce qui lui arrive? De toute façon, une chose est certaine, il n'y a pas de secteur parfait. Je crois que vous qui êtes du domaine, vous qui êtes spécialiste, vous en savez certainement plus que moi. Il y a certainement des choses à parfaire dans le domaine de la presse. Mais en fin de compte, ce qu'on voit, de mon point de vue, avec l'acte posé par la RAC, les actes, je devrais dire, puisqu'il y en a eu d'autres qui ont précédé la suspension du journal Symphonie. Donc ces différents actes ne permettent pas d'améliorer justement ce secteur de la presse. Ce qu'on attend de la RAC, ce n'est pas de suspendre un journal pour avoir tout simplement osé critiquer une décision, mais c'est d'amener tout simplement les journalistes à mieux se former, aider les journalistes à cette formation continue, à l'application de la déontologie, etc., etc. Il s'agit vraiment d'accompagner le journalisme au Togo pour une amélioration de ce secteur, et non pas à chaque fois qu'il y a une décision qui donne le sentiment que c'est une voix contestataire qui s'élève contre le régime togolais en place. Alors là, on intervient, on devient un instrument au service du pouvoir exécutif. Et c'est ce qui est dommage. Est-ce que vous avez l'impression que l'idée, c'est de faire peur? Ah ben c'est clair. Je crois que nous sommes entrés aujourd'hui dans le règne de la terreur, dans tous les secteurs. Et cela se fait de façon progressive, de façon inexorable. Et il va falloir à un moment donné quand même qu'on mette fin à cela. Mais si justement on faisait peur à tout le monde et que justement au niveau de la presse, on a une presse qui finalement elle est complaisante, quel profit peut-on en tirer si on sait que nous sommes en plein dans un processus démocratique qui vit et qui doit se consolider? Vous savez, la restriction de l'espace civique, c'est quelque chose que l'on connaît, ça ne se fait pas qu'au Togo. Et lorsque vous lisez les documents sur tous les processus qui conduisent à une restriction de l'espace civique, on vous explique pourquoi cela intervient. Cela intervient tout simplement parce que vous avez dans l'espace civique un environnement physique, un environnement virtuel, un environnement légal qui permet aux organisations de la société civile, qui permet aux individus de s'exprimer sur la manière dont le pays est géré. Et quand l'espace civique est très ouvert, ça permet de dénoncer des situations, parfois, qui vont à l'encontre des intérêts des oligarchies qui sont à la tête des pays. Et donc, ceux qui sont à la tête des pays, ils aimeraient bien pouvoir continuer de gérer un peu dans cette opacité sans que personne ne puisse s'exprimer. Et donc, tout naturellement, quand on est fort et qu'on détient un pouvoir fort, on se dit, j'use de ce pouvoir fort ou j'abuse de ce pouvoir fort pour restreindre justement cet espace civique et amener les gens à ne pas s'exprimer. Et ça passe par la peur. On empêche les journaux de s'exprimer, on empêche les libertés les plus basiques, comme la liberté d'expression, la liberté de manifestation pacifique.
je fais référence à notre meeting du Front Citoyen Togo Debout. Nous en parlerons. La liberté de réunion. Voilà, autant de libertés basiques que l'on retrouve dans les vrais pays démocratiques. Ces libertés se retrouvent totalement réduites, tout simplement pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de pouvoir continuer tranquillement leur action de gouvernance sans jamais pouvoir écouter une voix contestataire. Quand on regarde un peu la tranche d'âge de ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont intérêt à ce que notre pays vive des situations des années 80, des années 70, des situations qui ne permettent pas à ce que les gens s'expriment ouvertement et librement? Est-ce que ça a un rapport avec l'âge? Je n'en suis pas convaincu. Vous savez, là je ne parle pas seulement du Togo, mais quand vous voyez tous les pays encore, où vous avez des régimes très forts, des régimes autocratiques, ces régimes autocratiques tiennent parce qu'il y a un homme d'une certaine force au pouvoir, mais autour, vous avez toujours une élite. Et cette élite, généralement, elle est portée par quoi? La quête de privilèges. Elle est portée par la recherche des avantages nés de son acquaintance avec les tenants du pouvoir. Donc vous avez quelqu'un qui incarne le régime fort, mais cette personne n'est pas seule. Tout autour, vous avez ces électrons qui gravitent et qui renforcent donc ce pouvoir avec cette minorité oligarchique qui a des intérêts à défendre. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'âge. On peut être jeune et avoir des intérêts à défendre. Et donc, on fait tout pour être proche du centre de gravité. On peut être également d'un certain âge, avoir des intérêts à défendre et faire tout pour être proche du centre de gravité. Pour vous, c'est une question de défense d'intérêt. Absolument. Personnellement, vous et votre mouvement, vous invitez souvent les médias à participer à vos manifestations, à les couvrir. Vous flirtez sans doute très souvent avec les journalistes, vous participez aux émissions. Quelqu'un disait que si il n'y a pas la presse, surtout privée au Togo, que la situation allait être beaucoup plus difficile parce que cette presse, elle porte un regard critique, elle révèle un certain nombre de manquements de notre processus. Cette presse ne mérite-t-elle pas un peu d'indulgence? Beaucoup d'indulgence parce que quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, nous avons besoin de visibilité dans tout ce que nous faisons. Nous sommes de la société civile. Nous essayons de maintenir un semblant d'espace civique. Nous faisons face à cette restriction de l'espace civique imposée par l'autorité. Et dans toutes les actions que nous menons, vous imaginez si vous n'avez pas la possibilité, après une manifestation, après un meeting, après même un communiqué que vous sortez, vous n'avez pas la possibilité d'informer les populations, mais vos actions ne vont jamais porter. Et donc, c'est pour nous un devoir que de défendre la presse libre. Et pour nous, il est important justement que le journaliste togolais, en dépit de toutes les difficultés qu'il traverse, puisse être soutenu, puisse être motivé à poursuivre son action. Et donc, un regard indulgent, je dirais, il faut plus qu'un simple regard indulgent. Il faut donner plus de pouvoir à la presse libre, privée, pour que l'action de visibilité, l'action d'information que vous essayez de faire puisse se poursuivre. Parce que il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que les régimes autocratiques vivent beaucoup sur la désinformation, ils vivent beaucoup sur la manipulation des opinions, et généralement quand vous prenez un pouvoir autocratique, il est toujours content lorsque 90% de la population n'a pas l'information. Quand vous dénoncez un pacte de corruption, prenons le cas de Bolloré, où il est clair aujourd'hui qu'il y a eu un pacte de corruption qui a entraîné des déperditions économiques, financières importantes pour notre pays. Tant que ça reste dans un microcosme dans la capitale, mais le pouvoir il est satisfait parce qu'il sait que 90% des Togolais n'en sont pas informés et c'est ce que le pouvoir recherche. Et donc ce pouvoir luttera toujours contre une presse libre, privée, et il nous revient à nous de tout faire pour vous aider. Vous parlez souvent de pouvoir et vous le qualifiez d'autocratique. Je ne sais pas si vous parlez du pouvoir togolais, parce qu'on sait très bien que ce pouvoir fait sans doute des ouvertures, et notamment ce type d'émission que nous tenons, un certain nombre de libertés qui sont consacrées notamment dans la constitution du Togo. Pour vous, votre regard sur ce pouvoir depuis quelque temps, est-ce qu'il se renferme, il se renforce?
Comment est-ce que vous le jugez? Alors, si je donne mon avis simple, on dira c'est un avis partisan, parce que le professeur Dosset, il est contre le pouvoir, c'est un opposant. Prenons des avis totalement extérieurs. Vous prenez le rapport de Civicius 2020, il parle de restriction de l'espace civique au Togo avec une obstruction au niveau donc de l'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture d'espace civique. Vous prenez le rapport d'Amnesty International, le rapport 2020, il dit exactement la même chose. Vous prenez le rapport de Mediapart, qui est sorti également en 2020, il parle également de ces restrictions qui sont de plus en plus évidentes dans notre pays. Alors, je pourrais continuer en vous citant ce que les rapporteurs des Nations Unies ont dit par rapport à ce qui se passe en situation carcérale au Togo, par rapport aux allégations de torture. Je pourrais également vous citer ou vous dire ce qui s'est passé le mois dernier, en octobre donc 2021, à la Cour de justice de la CEDEAO, où le Togo a été épinglé pour des actes de torture qui ont été menés à l'encontre d'une dame qui avait tout simplement participé à une manifestation pacifique publique. Donc autant d'éléments, des faits objectifs qui démontrent à suffisance que notre pays n'est pas une démocratie. Peut-être que nous essayons de construire une démocratie, peut-être que nous sommes dans un processus, mais nous sommes encore très très loin du compte. Et donc quand je dis que nous sommes dans un régime autocratique, c'est en me basant sur des faits connus et reconnus par les Togolais et par le monde entier. Vous aviez parlé de Mediapart, que vous avez parlé également d'Amnesty International, mais vous citez aussi le rapport de Civicus. C'est quoi, Civicus? Alors, Civicus, c'est je dirais, une institution internationale de la société civile. Je n'ai plus l'appellation précise de Civicus, mais disons que vous avez un certain nombre d'organisations de la société civile à l'échelle multinationale qui se sont mises ensemble pour avoir un regard critique sur la situation sociopolitique et démocratique dans un certain nombre de pays. Et c'est ainsi que notre pays, le Togo, a été fortement épinglé en 2020 dans le dernier rapport de Civicus. Quand je vous écoute, je sens votre engagement et j'allais demander si vous êtes journaliste, par exemple, puisque de plus en plus de journalistes, sans doute, vont observer de l'autocensure sur un certain nombre de situations, notamment, par exemple, sur ce qui vient d'arriver au journal La Symphonie, parce que la liste, vous l'avez rappelé brièvement tantôt. Si vous étiez journaliste, est-ce que vous allez observer de l'autocensure de plus en plus? Je pense qu'il faut rester de toute façon objectif et poursuivre son travail dans l'objectivité. Parce que ce que le pouvoir cherche généralement en appliquant des sanctions à un journal, à 2 journaux, à 3 journaux, c'est que cela serve d'exemple pour les autres et que très rapidement, tous rentrent dans les rangs, pour reprendre un terme qui a été employé récemment par un ministre. Donc, que tous les journalistes rentrent dans les rangs et qu'ils observent une certaine façon d'écrire. L'autocensure, de mon point de vue, ne rend pas... comment dire, service? Ne rend pas service, merci, mais ne rend pas service à la nation togolaise. Et je crois que avant tout et surtout, lorsqu'on est journaliste et lorsqu'on écrit, c'est d'abord pour son pays. Et donc, continuez de faire votre travail, bien sûr, en toute objectivité. Et à un moment donné, vous aurez la possibilité, puisque le ciel finira quand même par s'éclaircir, vous aurez la possibilité de jouir des fruits de vos labeurs et de votre engagement. Vous, personnellement, vous êtes, je l'ai dit, professeur, c'est comme ça que je vous ai désigné. Vous travaillez, vous travaillez, c'est au CHU? Vous travaillez où, ça? Tout à fait, au CHU, c'est et à l'université de l'ONU. On sent que vous êtes engagé depuis quelque temps, et cet engagement-là, on le sent, puisque on a constaté que vous êtes intervenu sur d'autres médias hier. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Et vous allez continuer. Vous avez voulu même faire un meeting. Nous parlerons de ce meeting tout à l'heure. Mais où est-ce que vous trouvez toute la force, toute l'énergie, cet engagement-là? Parce que quelqu'un qui intervient à l'université, quelqu'un qui intervient également au CHU, il a suffisamment de quoi manger, de quoi payer, par exemple, ses factures. Pourquoi cet engagement? Mais je crois que je suis un peu comme vous. Pierrot, vous êtes, je crois, journaliste également engagé. En dépit des difficultés, vous essayez de faire votre travail en toute objectivité parce que vous avez un intérêt à défendre,
c'est l'intérêt général. J'espère en tout cas, dans cette même situation, il y a des situations qui m'interpellent. Lorsque je suis médecin et que je me rends compte que le secteur de la santé est en décrépitude, et qu'on me dit c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, mais dans le même temps, je vois que de l'argent est dilapidé, de l'argent disparaît des faits de corruption. Si je me tais en tant que médecin, je pense que je suis responsable. Et donc tout cela constitue des éléments qui motivent, qui suscitent la parole, qu'on puisse prendre publiquement la parole pour discuter avec la population, parce que le Togo, c'est notre pays. C'est un pays que nous voulons construire ensemble. Lorsque nous disons que nous voulons un vivre ensemble harmonieux, je vous assure que ce n'est pas un simple slogan, c'est quelque chose que moi j'ai ancré au fond de moi. Je veux, de Lomé à Saint-Cassé, me sentir partout chez moi. Tous les Togolais et toutes les Togolaises sont mes frères et sont mes sœurs. Et je voudrais que la justice de notre pays soit une justice équitable, que nous puissions vivre et profiter des ressources de notre pays. Lorsqu'on nous dit que c'est une minorité qui a accaparé les richesses, je trouve ça totalement inconcevable. Et que moi, peut-être comme vous l'avez dit, de par ma situation à l'université, je puisse profiter de ma situation avec ma famille, que je doive me taire, je trouve ça totalement inacceptable. Il faut que nous puissions nous battre tous ensemble pour que, lorsqu'on parle de justice, que ça ne soit plus une justice à deux vitesses. Lorsqu'on parle d'une minorité qui accapare les richesses, qu'on fasse en sorte que cette minorité, justement, n'accapare plus les richesses, mais que les richesses servent à payer les enseignants, que cette richesse serve à remplir le panier de la ménagère, que cette richesse serve à mettre des ordinateurs, des scanners, des IRM, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est tous des appareils de radiologie qu'on pourrait mettre dans toutes les préfectures, dans tous les hôpitaux, si tout simplement l'argent qui avait servi à acheter Pegasus n'avait pas été utilisé pour Pegasus, mais avait tout simplement permis de régler les problèmes de notre pays. Ah oui, est-ce que le Togo a les moyens, par exemple, tout ce que vous aviez énoncé, cette liste elle est sans doute longue, vous parlez de IRM, vous parlez d'appareils de radioscopie, beaucoup de choses, de Lomé à Dapaon, ça a coûté beaucoup de fortune quand même. Tout à fait. Alors, le Togo n'a pas d'argent, mais lorsque nous avons essayé de faire une petite comparaison, par analogie, nous avons vu ce que le logiciel Pegasus a coûté au Mexique. Je pense qu'au Togo, ça a dû coûter à peu près la même chose. Et lorsqu'on a fait la conversion, on s'est rendu compte qu'avec l'argent qu'on a utilisé pour ce logiciel Pegasus, qui sert à espionner des gens comme moi, sincèrement, moi, je ne sais pas ce que je cache ou ce que j'ai comme ressources qui nécessiteraient qu'on puisse peut-être mettre un tel logiciel derrière moi. Mais lorsqu'on fait la conversion, on se rend compte que on peut mettre plus de 200 appareils de scanner sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, je crois, 117 préfectures, si mes souvenirs sont bons, au Togo. Ça veut dire il y a 117 communes. 117 communes, voilà. Ça veut dire que, en fait, plutôt que d'acheter ce Pegasus, on aurait pu même mettre un appareil de scanner dans chaque commune de notre pays. Et aujourd'hui, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, qui est l'hôpital de référence national. Vous n'avez même pas un seul appareil. Ce qui signifie que vous arrivez, nous allons prendre des situations concrètes. Vous faites un accident vasculaire, pas vous, M. Pirot. Hein. Je sais. En général, quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, il arrive au CHU. La première des choses, c'est de faire quoi? Un scanner cérébral. Parce que on peut, si c'est une hémorragie, il y a un type de traitement adapté. Si c'est un AVC avec ischémie, il y a un autre type de traitement adapté. Et donc, le médecin a besoin de faire le scanner en urgence. Et je vous assure que lorsqu'on fait le scanner en urgence, il y a des situations où on peut guérir le patient sans séquelles. Alors, ce patient va arriver au CHU Sylvanus Olympio. On va l'installer, on va lui dire monsieur ou madame, ou en tout cas on va dire aux parents, puisque le patient est dans le coma, votre parent a besoin d'un scanner, mais nous n'avons pas de scanner au CHU. Donc vous allez chercher une ambulance. Ou alors vous n'avez pas trop de moyens, vous le mettez dans un taxi. Donc un transport non médicalisé. Vous irez peut-être à la clinique Biassa, vous irez peut-être à Hôtel Delhi, vous allez y faire le scanner, vous allez revenir par le même transport au CHU Sylvanus Olympio, etc., etc. Et tout cela retarde le traitement, ce qui fait que vous aurez un patient peut-être que vous allez sauver par la suite, mais avec d'importantes séquelles. Voilà, donc dire qu'on n'a pas les moyens, mais en même temps orienter le peu de moyens dont on dispose vers des choses totalement futiles,
moi je pense que ce n'est pas une bonne gouvernance. Il y a une question qui saute tout de suite quand on évoque la question ou le sujet lié au scanner. Et ça fait des années quand même que ce sujet est revenu, que ce sujet est débattu, que ce sujet est fait l'objet de beaucoup de controverses dans notre pays. Récemment, on a appris quand même que les autorités sont en train de s'activer pour trouver une formule qui va permettre à ce que, entre le privé et le CHU, qui est un centre public, il y ait une voie quand même pour pouvoir rendre opérationnel le scanner. Est-ce que cette voie-là vous semble commode? C'est peut-être par la contractualisation, parce que nous avons également entendu parler de certaines choses qui seraient en train de se faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que, quoi qu'il en soit, nous avons mission de service public. Il faut que nous puissions, dans les hôpitaux publics, rendre un minimum de services de santé à la population. La contractualisation nous a été vantée comme étant la panacée. Quelles que soient les difficultés que vous aviez en face de vous, et pour lesquels vous alliez rencontrer l'autorité, on vous disait contractualisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur le terrain, pour nous, rien n'a changé. Depuis que la contractualisation a commencé, je vous assure que sur le terrain, rien n'a changé. Donc, si c'est par la contractualisation qu'on veut mettre à notre disposition des outils diagnostiques, faisons en sorte en tout cas que ces outils soient accessibles à la population. Mais nous avons besoin. Nous, ce n'est pas par l'imposition des mains que nous arrivons à poser des diagnostics. Nous avons besoin d'examens de laboratoire. Nous avons besoin d'examens d'imagerie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'il est inconcevable qu'on dise que dans le secteur public sanitaire, il n'y a pas d'appareil d'imagerie de qualité. Avant de parler de votre meeting qui devait avoir lieu ce samedi à Lomé, une question, c'est combien ça coûte un scanner? Ça varie en fonction du niveau de performance. Mais je pense qu'un scanner, avec 200 millions de francs CFA, vous avez déjà un scanner. Et donc 200 millions, c'est quand même largement, très largement à la portée de notre pays. Mais vous voulez dire qu'avec 1 milliard, le Togo peut disposer de 5 scanners? Absolument. Voilà, c'est noté. On va passer à ce qui devrait être votre peut-être rentrée hier au niveau de Kodjendi qui est situé dans la commune Golfouin. Vous deviez animer là-bas un meeting qui au final a été interdit. Racontez-nous toute l'histoire autour de ce meeting. En fait, tout a commencé déjà depuis l'année dernière puisque nous avions identifié le secteur de la justice comme un des maillons faibles, justement, dans le processus de construction d'une nation démocratique. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples qui le démontrent. Et à partir de là, nous avons lancé la campagne contre l'impunité en disant qu'il fallait que les Togolais prennent conscience de la nécessité de valorisation du secteur de la justice. Et donc, nous étions dans ce processus avec la mise sur pied d'un collectif des familles de victimes. Nous avons organisé quelques activités lorsque nous avons entendu le président de la Cour suprême revenir sur le sujet et dire pratiquement ce que nous tous, nous pensions, enfin il a dit tout haut, ce que tout le monde pensait déjà tout bas. Et donc à partir de là, on s'est dit, si en tant que citoyens, nous restons totalement passifs après une telle sortie, je pense que l'histoire nous en tiendra rigueur. Il faut absolument que nous puissions, dans le sillage du président de la Cour suprême, revenir vers les citoyens, discuter avec les citoyens, reprendre les propos du président de la Cour suprême, rajouter ce que nous-mêmes nous avions déjà identifié pour voir ce que nous pouvons exiger. Parce que dénoncer est une chose, mais prendre des actes est également une autre chose. Et ça rappelle un peu la situation d'il y a quelques années, lorsque le président a dit qu'il y a une minorité qui accapare les richesses. Mais au-delà de cette dénonciation, nous n'avons pas vu des actes concrets. Et donc, pour cette fois, nous nous sommes dit qu'il faut absolument qu'il y ait des actes concrets. Et donc, d'où l'idée de ce meeting. On s'est dit, une rencontre avec les populations, nous revenons sur la question de la justice, nous donnons des exemples concrets, et à partir de là, avec les populations, nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc, nous demandons à organiser ce meeting. Déjà, la première date, c'était le 23 octobre. La lettre est envoyée à la mairie. La mairie du Golfe 1 nous renvoie à la préfecture. Puisque entre la lettre de la mairie et la date prévue, il n'y avait plus suffisamment de jours, on s'est dit, nous ne voulons pas d'histoire. Nous voulons tout simplement avoir la possibilité de discuter avec les populations, donnant le temps au préfet. Et donc, nous avons
adressé une demande au préfet et proposé la date du 6 novembre. Il avait plus de 2 semaines donc pour prendre sa décision. Et le 2 novembre, donc le mardi, il a envoyé, disons, sur le fond, qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, le meeting ne pouvait pas se tenir. Alors, nous avons réagi. Nous avons réagi Je précise une chose, c'est que le préfet m'a personnellement appelé également, je crois, le jeudi. Le jeudi, et je voudrais le dire ici, il a été particulièrement courtois au téléphone, et je ne le connais pas personnellement, et j'ai beaucoup apprécié. Il s'appelle Siatabou. Voilà, j'ai vu son nom, bien sûr, mais je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas qui il est, mais au téléphone, il a été particulièrement courtois. Alors, mais nous lui avons écrit, en lui disant que, pour nous, aujourd'hui, une manifestation publique pacifique, c'est garanti par l'article 30 de la Constitution togolaise, la loi fondamentale, qui pour nous, fondamentalement, est au-dessus de toute décision administrative. Première chose. Deuxième chose, évoquer la question de l'état d'urgence sanitaire pour interdire une manifestation garantie par la Constitution nous pose un problème, puisque cet état d'urgence sanitaire court jusqu'en septembre 2022. Cela voudrait-il dire que, à partir de cette date où l'état d'urgence sanitaire a été décidé jusqu'en septembre 2022, plus aucune manifestation n'est autorisée au Togo. Et nous ajoutons donc que un état d'urgence sanitaire, ça reste une décision juridique exceptionnelle. Dans les situations où nous avons effectivement des chiffres qui montrent que le niveau de contagion est très élevé, en toute responsabilité, le Front citoyen Togo Debout ne va jamais demander à ce que les populations se retrouvent en meeting. Nous avons connu justement cette situation en juillet, où nous sommes passés des chiffres de 10 cas positifs par jour à plus de 200 cas de Covid positifs par jour, donc en juillet, en août et en septembre. Donc nous avions atteint un pic. Et je pense qu'en toute responsabilité, il n'était même pas possible d'envisager, organiser une telle rencontre durant cette période. Et je crois que c'est d'ailleurs que c'est ce qui avait poussé le gouvernement à renforcer les mesures, puisque nous avions eu une note administrative qui courait du 10 septembre au 10 octobre, empêchant pratiquement toute rencontre. Mais au-delà de cette période de pic, aujourd'hui, on est à des niveaux très très bas. Quand vous regardez les chiffres, c'est 5 cas, c'est 8 cas, c'est 6 cas. Et à partir de là, je pense qu'en toute responsabilité, nous avons la possibilité de nous retrouver en manifestation publique pacifique garantie par la Constitution, d'autant que cette manifestation se tient en extérieur et au plan mondial, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'en extérieur, le risque de contamination est particulièrement réduit. Ça explique d'ailleurs que dans certains pays où il y a eu plus de morts qu'au Togo, aujourd'hui en extérieur, les gens ont la possibilité de ne plus porter de masque. Ça explique que dans les pays où il y a eu plus de morts qu'au Togo, aujourd'hui, les gens ont la possibilité de manifester. Souvenez-vous que vendredi dernier, on est dimanche, donc il y a 48 heures, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien ça, il y a 48 heures, des Togolais de la diaspora ont pu librement manifester en Allemagne. En Allemagne. Et nous qui sommes des Togolais de notre pays, de notre propre pays, on nous interdit de nous retrouver en meeting. Au Ghana, les Ghanéens ont manifesté sans aucune restriction. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont manifesté sans aucune restriction. Alors, qu'est-ce que nous sommes au Togo? Sommes-nous une exception ou, parce qu'il y a un état d'urgence sanitaire, on nous interdise tout simplement de nous réunir? Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons écrit au préfet pour lui dire que nous avons pris acte de son observation, je ne dirais pas de sa décision, de son observation quant à la tenue du meeting sur la date du 6 novembre. Nous revenons vers lui avec d'autres arguments pour lui faire comprendre que, pour nous, l'état d'urgence sanitaire n'est pas une raison valable, mais s'il tient à insister par rapport à cela, cela devient un simple prétexte pour nous empêcher de nous réunir, et nous proposons donc la date du 20 novembre pour la tenue du meeting. Certaines mauvaises langues estiment que vous saviez que vous n'allez pas être autorisé à tenir ce meeting, mais pourtant vous l'avez maintenu, et tout simplement pour paraître. Là, vous venez d'annoncer une nouvelle date, et sans doute que cette nouvelle date sera également interdite. Et finalement, on est dans quelle situation là? Parce que vous savez que vous n'allez pas être autorisé, mais pourtant, vous proposez de manifester. Vous avez dit tantôt que dans d'autres pays, on manifeste.
Est-ce que finalement, comme certains le disent finalement, oui, comme certains le disent, que le Ghana, par exemple, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est le Togo. Quand vous citez même les pays dans lesquels il y a manifestation, il y a eu plusieurs manifestations dans le monde contre en fait, pour appeler à plus de préservation autour du climat. Donc, cette spécificité, est-ce que finalement, il faudrait tenir compte, vous qui organisez les manifestations? Alors, vous savez, c'est vrai, nous sommes conscients que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile. Et lorsque, au début de cette émission, j'ai parlé de régime autocratique, je pèse mes mots, je mesure la portée de mes mots. Et donc, effectivement, dans un régime autocratique, il est difficile de pouvoir s'exprimer. Il est difficile de pouvoir manifester de façon pacifique en public. Il est difficile de pouvoir se réunir. Mais cela ne signifie pas qu'il faut d'emblée baisser les bras. Et donc, face à ces différentes vicissitudes, nous, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous avons dit, nous restons dans la stricte légalité, mais nous tenons à exercer notre droit, d'autant que ce droit est garanti par la Constitution. Je vous ai dit que nous avons réécrit au préfet avec un supplément d'arguments. Nous sommes prêts à le rencontrer. Et si finalement il décide d'empêcher encore une fois la tenue de ce meeting, alors je pense qu'ils seront obligés de le dire clairement, nous ne voulons plus de manifestations au Togo. Au moins ce sera dit, ce sera clair. À partir de là, chacun saura alors quoi faire. Si vous êtes face à un État qui décide lui-même de fouler du pied la Constitution en son article 30 et décide de vous interdire de manifester, une fois que ce sera dit, chacun prendra ses responsabilités. Nous sommes très courtois, comme le préfet l'a été. Il nous a écrit, il a pris la peine d'appeler, nous lui avons réécrit avec un supplément d'arguments. Nous attendons de voir les éléments de réponse qu'il aura à nous présenter. Il est certain quand même, il est certain qu'on ne vous dira jamais qu'il est définitivement interdit de manifester au Togo, puisque nous sommes en train de vivre juste une période. C'est une parenthèse qui sera sans doute fermée avec la fin de la pandémie. Et là aussi, on ne sait pas quand cette pandémie finalement prendra fin. Et cela m'amène à poser cette question. Bientôt, il va y avoir sans doute des élections régionales. Comment est-ce que les partis politiques, ceux qui vont prendre part à ce scrutin-là, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour informer, pour sensibiliser, et pour faire campagne, pour participer à ce scrutin-là? Très, très bonne question, parce que vous l'avez dit également à un moment donné, le Togo est-il finalement une spécificité? Quand les populations, les citoyens ont la possibilité de s'exprimer dans d'autres pays. Au Togo, nous avons eu, je crois, à ce jour, 243 morts ou 246 morts. Aux États-Unis, on a eu plus de 750 000 morts. Mais tout dernièrement, on a vu les Américains se retrouver en masse pour assister à une course automobile. Nous avons des problèmes encore plus sérieux à discuter. Lorsqu'on nous dit que la justice est une justice à deux vitesses, et lorsque c'est une autorité de cette institution qui s'exprime, et que les citoyens veulent discuter autour d'un tel sujet, si on continue de nous refuser vraiment la possibilité de nous réunir, c'est que manifestement au Togo, les finalités sont tout autres. La question médicale ou la question sanitaire n'est qu'un prétexte. Eu égard à l'état de notre système de santé, vouloir brandir l'état d'urgence sanitaire comme si pour la première fois ou comme si par miracle, la santé des Togolais devenait une vraie priorité, ça laisse dubitatif. On peut penser à des prétextes, mais quand on regarde un peu l'état de nos structures sanitaires, vous-même vous l'avez constaté au début de cette émission, le plateau technique il est défectueux, le Togo n'a pas beaucoup de centres pour interner éventuellement beaucoup de cas de malades de Covid. C'est vrai, vous faites de la comparaison avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays, mais ces pays, est-ce qu'ils ne disposent pas beaucoup plus de moyens que nous? Est-ce que c'est pas cela aussi qui force l'État togolais à ne pas se laisser déborder dans le cas de Covid? Dans ce cas, restons dans le cas du Togo. Quand vous voyez tous les attroupements, toutes les files d'attente pour, je crois que c'est par rapport au flouze. En tout cas, il y a des situations dans notre propre pays, puisque vous ne voulez pas que nous fassions une comparaison avec l'extérieur, il y a des situations dans notre propre pays où je vous assure que les populations sont beaucoup plus mises en danger par rapport à la Covid-19 que lors d'un meeting où nous avons décidé
de mettre en place des dispositifs de lavage de mains, de distribuer du gel, de distribuer des masques et de mettre une distanciation physique de 1,50 m entre les chaises. Vous allez sur les marchés, les écoles, vraiment des endroits où vous voyez des attroupements, et même dans les hôpitaux. Tiens, je vous invite tout simplement à aller dans les hôpitaux et à voir ce qui se passe dans les salles d'hospitalisation où les gens sont à terre. Et je vous assure que la distanciation physique qu'on nous reproche de ne pas pouvoir respecter lors d'un meeting, cette distanciation physique, elle n'existe même pas à l'hôpital. Notre invité, c'est le professeur David Dossé, premier porte-parole de Front Citoyen Togo Debout. C'est avec lui que nous animons ce D12. Nous aurons le temps de revenir sur cette manifestation qui devrait avoir lieu dans la commune Golfe 1 ce samedi et qui, au final, a été interdit. Parlons de cette arrestation qui passe en boucle sur les réseaux sociaux, cette arrestation qui est intervenue cette semaine. Il s'agit de celle de Jean-Paul Omolou qui a été récemment nommé ambassadeur en Suisse par Agbe Kodjo, qui s'était proclamé vainqueur de la dernière élection présidentielle. Beaucoup d'observateurs sont surpris par la présence de Jean-Paul Omolou dans la capitale togolaise. Est-ce que vous aussi vous avez été surpris? Oui, disons que l'annonce de son arrestation, de son interpellation a surpris plus d'un. Mais ça pose le problème des exilés politiques. Vous savez, lorsqu'on est enfant d'un pays, on est fils d'une nation, quoi qu'il en soit, même si vous êtes à l'extérieur, même si vous gagnez bien votre vie, à un moment donné, vous avez envie de rentrer au pays. Et ça pose toujours le problème des régimes autocratiques qui font que des enfants du pays sont obligés de vivre très très loin de chez eux. Alors, M. Omolou, je ne sais pas pour quelle raison, a peut-être jugé nécessaire de revenir au pays, et il est obligé aujourd'hui de faire face à ce couperet de cette justice à deux vitesses que nous ne manquons pas de dénoncer. Il est là et nous avions cherché à savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Pour l'instant, c'est pas beaucoup de choses. Certains disent que ce sont ces critiques excessives à l'endroit du régime qui seront portées et contre lui. Mais l'annonce de son arrestation a déclenché beaucoup de réactions. On a entendu par exemple Agbe Kodjo qui a demandé une union sacrée. On a entendu ou on a lu l'ancien ministre Akila Boko qui a dit que Fonya Singbe n'aura pas de répit tant que Omolou Jean-Paul ne sera pas libéré. Il y a d'autres anonymes qui ont également porté le regard sur ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que vous avez l'impression ou est-ce que vous attendiez à ce que tous ces appels soient entendus, l'appel à la libération de Jean-Paul Omolou? Alors, je ne sais pas ce qui va advenir dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines. Mais il y a des constats qui sont là et qui sont encore vraiment affligeants. D'abord, les conditions d'arrestation. Nous avions évoqué cela dans le mémorandum sur la question des détenus politiques. Et nous avions relevé déjà que beaucoup de personnes avaient été interpellées, arrêtées ou kidnappées dans des conditions quand même inacceptables. Lorsqu'on dit que le Togo est une démocratie, lorsqu'on est au XXIe siècle, il y a des choses qu'on ne fait plus. Généralement, cela se fait lorsque ce n'est pas du flagrant délit, il faut présenter un mandat. Dans tous les pays, lorsqu'on regarde les films policiers, c'est comme cela que cela se passe. Mais lorsqu'on raconte dans quelles conditions ce monsieur a été kidnappé, ça fait froid dans le dos, première chose. Mais c'est dans quelles conditions? Mais justement, on vous dit qu'il y a une escouade de personnes lourdement armées, comment on appelle? Cagoulées. Cagoulées, voilà, cagoulées, qui débarquent sans mandat pour le prendre. Vous avez le sentiment que c'est le premier terroriste, c'est Ben Laden de son vivant qui vient d'être arrêté. Et tout ça, ça vous laisse interrogateur. Vous vous dites, mais lorsque le pays est en mesure de déployer autant d'énergie pour arrêter un simple monsieur Omolou, parce qu'en dehors de ses critiques acerbes, c'est vrai qu'il a son style plutôt corrosif, plutôt piquant, mais en dehors de cela, à moins qu'on ne présente autre chose comme élément de preuve par rapport à une accusation quelconque, mais en dehors de ses critiques sur les réseaux sociaux, sincèrement, je ne vois pas ce que monsieur Omolou
peut également représenter, peut représenter comme menace pour le Togo. Et donc ça également, c'est un élément de réflexion. Déployer autant d'énergie pour ça laisse interrogateur. Troisièmement, nous attendons de voir ce qu'on va lui reprocher. Je me souviens que lorsqu'on avait arrêté Mme Adjamabo et M. Djossou, nous de la société civile, nous avions rencontré un certain nombre de responsables d'institutions internationales et nous avons posé le problème. Et les réponses qu'ils nous ont données, ces responsables, étaient vraiment sidérantes. Ils nous ont dit, oui, effectivement, nous avons rencontré le gouvernement, nous avons demandé à voir les éléments de preuve qui prouvent que toutes les accusations portées à l'endroit de Mme Adjamabo et de M. Djossou étaient réelles. Et rien ne nous a été présenté. Le gouvernement était dans l'incapacité de nous présenter des éléments de preuve. Et donc voilà, de simples accusations sans preuve. Nous espérons que pour M. Oumoulou, cette fois-ci, le gouvernement aura la capacité de présenter de vrais éléments de preuve et qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une décision de justice qui va servir à venger peut-être une autorité politique de notre pays qui se serait sentie blessée par des propos tenus par M. Oumoulou. Je donne juste un exemple. En France, récemment, le président français a reçu une soufflette, pour ne pas dire une gifle. Mais à aucun moment nous en avons senti cet acharnement autour de l'auteur de cet acte. Alors si pour une soufflette ça se passe plutôt bien dans un pays démocratique comme la France, bon, pour des propos tenus sur des réseaux sociaux, s'il faut déployer toutes... Alors que nous avons des situations quand même qui nécessitent beaucoup plus d'action de la part de notre système de justice. Là, vous donnez encore un exemple qui est très loin de nous. Vous parlez de la France. La France, c'est la France. Et le Togo, c'est le Togo. Malheureusement, quand vous évoquez les arrestations, vous avez fait tantôt allusion à Mme Adjamabo, vous aviez parlé également de Djossou. Mais il y a également, par exemple, Messia Beto, par exemple, qui est également un cadre de la DMK qui est en détention. Dans une certaine mesure, est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière élection présidentielle qui continue de se jouer de cette façon-là? Je pense qu'au-delà de la dernière élection présidentielle, il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire en sorte que la peur règne. C'est une gouvernance par la peur, puisque le pouvoir, quoi qu'il puisse en dire, il a été fortement ébranlé par la crise sociopolitique de 2017 et de 2018. Les manifestations ont failli aboutir à un changement, il faut le dire clairement. Ce changement n'est pas intervenu et aujourd'hui le pouvoir fait en sorte que toute voix contestataire ne puisse pas s'exprimer. Alors, ça fait que les meetings vont avoir du mal à se tenir, ça fait que des activistes qui s'expriment un peu trop fort sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a la possibilité de leur mettre la main dessus, on le fera. Ça fera que des gens comme Dimon Auré, qui diront de façon crue ce que certains pensent peut-être tout bas, vont se retrouver également en prison. Ça fera que des organes de presse comme Symphonie, comme d'autres organes de presse, ça fera que des journalistes seront censurés, etc. etc. Mais donc, c'est tout simplement cet espace civique dans lequel s'exerce le droit à la liberté de réunion, de manifestation, etc. Cet espace civique va se restreindre de plus en plus. Ça, il faut en être conscient. Merci. Nous avons pris 5 minutes aux auditeurs puisque c'est leur instant. Cet instant-là, c'est eux qui continuent l'émission avec leurs questions. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis sont des 10 43 09 70. Je vais également prendre des questions qui seront laissées dans les groupes WhatsApp et j'ai déjà quelques questions là. Mais on va au téléphone d'abord pour le direct, pour ceux qui sont prêts à poser des questions à notre invité, professeur David Dossé. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Oh, très bien. Oui, oui, allez-y. Oui, professeur, bonjour. Oui, bonjour, M. Pelé. Ok. Félicitations, du courage. Merci. Pour votre détermination. Je vais dire de vous debout à l'expérience de vie de Pierre Afognon, de là au comité de libération. Tout ce parcours-là, c'est pour tuer le régime RPT. Mais
Je voudrais vous dire que pour créer un régime dictatorial, on ne lui donne pas rendez-vous. Quand vous demandez, quand vous faites de report à report, je pense qu'on dit que celui qui dit demain trouve de malheur en chemin. Donc, ce régime-là, il ne faut pas lui donner rendez-vous et rater. Quand vous posez, il y a manifestation de litige, il ne faut plus reporter ça. S'il vous plaît, Pelé. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ces cas-là, puisque nous sommes dans un pays de droit, et vous dites qu'il ne faudrait pas reporter parce que l'autorité aura interdit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que, par exemple, les manifestants aillent au-delà ou enfreignent la loi? Lorsqu'il dit que nous sommes devant un régime dictatorial, on ne donne pas rendez-vous à un régime dictatorial. La deuxième partie de la question, allez-y. La deuxième partie, c'est concernant M. Nabouya, qui était un membre de front de Togo de vous. Aujourd'hui, il demande de le sauver. Comment vous allez le sauver? Dernière question. Non, deux questions, c'est bon, cher ami. Deux questions, c'est bon, cher ami. D'abord, sur la première partie de sa question, les manifestations. Oui, je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut aller au-delà de l'interdiction et braver l'autorité. Mais nous, ce que nous voulons, je pense qu'en fonction des contextes, on peut également envisager cela. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, tout simplement, c'est pouvoir discuter avec les populations. Notre objectif n'est pas de braver l'autorité. Notre objectif est de poser la question de la justice. La problématique de la justice, c'est une question fondamentale pour nous. Et nous avons besoin d'un espace de débat. Et cela passe tout simplement, pour le moment, par les discussions avec la préfecture, pour faire comprendre que les arguments qui nous ont été présentés pour refuser le meeting, ces arguments ne tiennent pas. Une fois qu'on aura pu arriver à un consensus, nous espérons pouvoir mener ce débat avec les populations. Ce débat, nous allons le faire à Lomé et nous espérons le mener également en dehors de Lomé. Alors, si la préfecture maintient sa position, certainement parce qu'elle aura reçu l'ordre de maintenir sa position, dans ce cas, chacun devra également en tirer les conséquences. Donc, je rejoins un peu M. Pelé, mais disons que stratégiquement pour nous, plus que la confrontation, c'est d'abord cet espace de débat que nous recherchons. Une deuxième partie de la question à propos de Nabouya. Alors, je n'ai pas compris. Il demande à ce qu'on le sauve. Oui, en fait, moi aussi, je n'ai pas compris. La question, malheureusement, qu'on ne l'avait pas... il devait passer à une troisième question. Malheureusement, oui. On allait lui demander des précisions par rapport à Nabouya. Sinon, je pense que M. Nabouya n'est pas en difficulté. J'espère en tout cas, à ma connaissance, jusqu'à hier, il m'a écrit. J'espère qu'il n'est pas en difficulté. Et non, donc, voilà. Non, puisque Pelé a l'habitude d'appeler deux fois, s'il appelait la deuxième fois, il donnerait plus de précisions par rapport à Nabouya. Okay. Le deuxième auditeur, allô? Allô, bonjour. 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 Bozambo, comment vous allez? Ok, Bozambo, parlez un peu plus fort et puis votre question. Allez-y, Bozambo. Bozambo, on l'a perdu. Moi, j'ai ici une question, la question de Donald Sossou. C'est à propos de l'actualité liée à cette femme qui a perdu la vie en voulant donner la vie dans un centre de soins au Togo. Il demande qu'est-ce qui se passe, parce que sur les réseaux sociaux, on a appris qu'il y aurait eu une deuxième femme aussi. En fait, il n'y a pas eu énormément d'informations à propos de ce deuxième éventuel cas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Alors, il faut peut-être de façon globale parler de la situation des femmes qui accouchent au Togo. C'est une situation particulièrement difficile et qui devrait davantage nous interpeller. Lorsque vous prenez les rapports officiels, même du Togo, du gouvernement togolais, du ministère, quand vous prenez les rapports officiels de l'UNFPA, le FNUAP, vous vous rendez compte qu'au Togo, quotidiennement, une femme, au moins, perd la vie en moyenne. Quotidiennement, une femme perd la vie en voulant donner naissance à un enfant. Et il y a eu le cas de cette dame qui a suscité beaucoup de passion, c'est vrai, et à chaque fois qu'on en a l'occasion, on présente ses sincères condoléances à la famille, parce qu'en tant que personnel médical, lorsqu'on soigne, c'est vraiment pour soulager, c'est pour donner la vie.
ce n'est pas pour que la vie disparaisse. Et donc ça blesse toujours lorsqu'il y a des situations comme ça, comme celle-là qui interviennent. Mais il est temps qu'on aille au fond des choses. Je crois que ça fait plusieurs années, pour ne pas dire quelques décennies, que le corps médical tire la sonnette d'alarme sur une situation qui est inacceptable dans le domaine de la santé. Et c'est ce que nous vivons. Alors, si vous me dites qu'il y a eu un second cas, j'avoue que je n'ai pas suivi ce qui s'est passé concernant ce second cas sur les réseaux sociaux, mais je vous assure que les données officielles disent qu'il y a plus que 1 ou 2 cas. Et le cas de cette dame qui est décédée suite à une chute de la table d'accouchement, je pense qu'il est important qu'on aille au-delà de la simple, comment dire, réaction superficielle, passionnée, mais qu'on essaye de faire vraiment l'audit de ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que j'attends du ministère de la Santé, qu'on aille au fond des choses pour savoir, depuis Ouettrevi Kondi, où cette dame a été reçue, jusqu'au CHU Sylvanus Olympio, où nous avons entendu des choses particulièrement horribles, comme le brancard qui devrait servir à la sortie du taxi. Ce brancard n'était pas disponible parce qu'il n'y a qu'un seul brancard, etc., etc. Que cette dame, il n'y avait pas de place pour l'installer parce que toutes les places étaient occupées. Cette dame, on l'a installée au sol. Moi, j'ai entendu des choses, mais n'ayant pas vraiment procédé à l'audit, n'ayant pas cherché à mener une enquête, pour le moment, je n'en dirai pas plus. Mais est-ce qu'il y a spécifiquement un problème de brancard, par exemple, au niveau du centre hospitalier de l'Université de Lomé? C'est une évidence. Quand vous voyez, même en chirurgie, moi, parfois, je vois des images, ça fait rire, mais c'est triste. Vous voyez des gens, il n'y a pas de brancard, donc on les installe dans des fauteuils roulants, mais c'est des fauteuils à moitié fonctionnels. Et donc, vous avez un parent qui marche à reculons, qui tient la jambe du blessé, qui marche à reculons pendant que quelqu'un pousse le brancard. Vous voyez de ces images. Non, mais en fait, ce que vous racontez là, on se croirait en 1980 là. Mais est-ce que les autorités sont au courant de ça? Par exemple, vous parlez de brancard au niveau du CHU, le plus grand centre hospitalier universitaire de Lomé. Vous parlez par exemple des chaises roulantes. Absolument. Qui sont presque pas en état de fonctionnement. Tout à fait. Nous sommes à Lomé, nous sommes en 2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Lomé, nous sommes en 2021. Là, on est en train de parler des infrastructures et des équipements. Mais vous prenez également le volet capital humain, personnel de santé. Vous avez des situations incroyables. Vous prenez, par exemple, le service de pédiatrie. Je donne un exemple parce que si je donne encore la chirurgie, on va dire c'est toujours les mêmes. Alors, la chirurgie, la pédiatrie, la réanimation néonatale, où on hospitalise les bébés, les nouveau-nés qui sont sortis du ventre de leur mère et qui sont en mauvais état de santé. Donc des enfants de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, disons, qui sont très très fragiles. Et la réanimation comporte 10 berceaux. Mais l'infirmier, quand vous allez le voir, il vous dit, il m'arrive, docteur, d'avoir à gérer une trentaine de bébés, une quarantaine de bébés. Mais comment vous faites puisque vous avez 10 berceaux? Oui, les bébés, je les place par berceau, je peux mettre 3 bébés ou 4 bébés. Ça, c'est une situation. Et après, il ajoute, et quand je suis en train de m'occuper d'un bébé, vous-même, vous savez que pour prendre la veine à un nouveau-né, ce n'est pas comme pour prendre la veine à un adulte. Vous pouvez passer une demi-heure avant de trouver la veine, parce que c'est tout petit, etc., etc. Et pendant que je m'occupe d'un nouveau-né, de 2 jours, de 3 jours, il y a une autre maman qui crie parce que son bébé fait 40 de fièvre et le bébé est en train de faire une crise. Alors, dois-je abandonner celui-ci pour aller m'occuper de l'autre? Vous voyez ces situations que nous vivons tous les jours dans les hôpitaux. Alors, oui, quand le Synfod dit il faut recruter du personnel parce qu'on a besoin de ressources et que l'État donne le sentiment que c'est toujours les mêmes qui crient, les mêmes qui dénoncent et qu'il faut respecter la loi, etc., etc., ça pose un problème. À chaque fois que je donne des exemples, vous dites que c'est des exemples trop lointains. Je donne cette fois-ci l'exemple du Sénégal, où lorsque les acteurs de la santé, à un moment donné, ont dénoncé le fait qu'au Sénégal, le seul appareil de radiothérapie était tombé en panne. Donc, c'est un appareil qui permet de traiter des cas de cancer. C'est toute la population qui s'est mobilisée, qui a manifesté, et le Sénégal a été obligé de mettre en place 4 appareils de radiothérapie pour soigner les populations. Nous espérons qu'au Togo, bientôt, il y aura des attitudes de ce genre pour que les choses puissent changer. Je veux parler encore d'argent. Combien que ça coûte un brancard? Alors là, je ne sais pas exactement, mais une chose est certaine, c'est que
c'est tellement à la portée d'un individu que pour une nation, il ne faut même plus chercher à savoir. Parce qu'on a vu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux une opération visant à collecter de l'argent pour se payer des brancards pour le CHU de Lomé. Oui, nous allons retourner au téléphone, mais je signale la réaction de Foui Katakou de Mbouké. Il dit par exemple que la lutte que nous menons est une lutte non violente et les outils non violents exigent des approches stratégiques. En réalité, il répondait à Appelé qui était le premier à intervenir dans cette émission. Le téléphone, allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Théophile, vous êtes en direct et puis votre question, vous parlez un peu plus fort. Au début de l'émission, dans votre commentaire, vous avez demandé, vous avez parlé de l'école du droit résumé à la fin. Bon, c'est une bonne chose. Je pense qu'au-delà de ça, ce sont des ministres qui doivent résumer à la fin. Les ministres doivent résumer à la fin. Je vais profiter de votre émission pour m'adresser aux députés. Il faut qu'une loi impose à tous les ministres à ce que tous leurs enfants fréquentent dans des établissements mixtes. Comme ça, ils seront au courant ou bien au parfait des souffrances ou bien des manquements des enseignants dans l'établissement public. Et en ce qui concerne les arrestations là, je pense que nous n'avons plus besoin de ça. Nous voulons que les choses s'apaisent et que les gens parlent bien du Togo à l'intérieur et à l'extérieur. Nous n'avons plus besoin de chefs Mahara. Bien, merci, c'est noté, cher ami Théophile, sur la première partie de la question, sa proposition. Tout à fait. Enfin, je crois que derrière sa proposition, l'idée c'est de voir comment faire pour améliorer le secteur de l'éducation, surtout le secteur public de l'éducation. Parce qu'il se dit, si on oblige les enfants des autorités à aller dans les écoles publiques, ces autorités seront obligées de faire en sorte de répondre aux vraies préoccupations de ce secteur. Donc c'est ça l'objet de sa proposition. Personnellement, je ne sais pas, il faudra peut-être en discuter davantage avec... Mais est-ce que c'est possible, puisque tout le monde est libre d'envoyer son enfant là où il veut? Alors, je crois que dans la faisabilité, cela va être assez compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une volonté, pour M. Taoufik en tout cas, c'est une volonté de mettre sur pied de vraies mesures pour améliorer le secteur éducatif. Il dit, pour finir, que le Togo n'a plus besoin de connaître des situations d'arrestation. La question de Joseph Komi Agbezo, quelle est la position du Fonds citoyen Togo debout sur la grève des enseignants et sur la non-tenue des promesses du gouvernement? Alors, c'est une vaste question. Moi, j'ai écouté le ministre des Enseignements, puisqu'il avait été interviewé par votre confrère, M. Deveau, Gerson. Je l'ai bien écouté. Et je crois qu'il était dans son rôle parce qu'il cherchait à défendre son action au ministère. Il cherchait également à défendre l'action du gouvernement auquel il appartient. Et il y a eu deux parties de son intervention qui m'ont beaucoup fait réfléchir. C'est notamment lorsqu'il évoque la question de la démocratie et du respect des lois, puisqu'il a dit la démocratie c'est le respect de la loi et nous devons tous respecter la loi. Donc cet aspect de la démocratie, je reviendrai là-dessus. Et l'autre élément également qui m'a intéressé, c'est sa conception assez particulière de la discipline, de l'ordre. Les chefs de service doivent obéir, les chefs de service qui désobéissent, donc désobéissance, obéissance. Il faut rentrer dans les rangs. Moi, j'avoue que ça m'a fait sourire pour des adultes. Donc, pour en revenir d'abord à la question de la démocratie, dire que la démocratie, c'est le règne de la loi, je suis tout à fait d'accord, mais encore faudrait-il qu'au Togo, on puisse démontrer que, justement, cette loi ou cette justice, elle est totalement équitable et qu'elle est valable pour tous et par tous. Parce que, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on ne parle pas du même pays. Lorsqu'on donne le sentiment qu'au Togo, c'est la loi,
c'est la justice et que les enseignants qui ont enfreint la loi doivent subir des sanctions, j'aurais bien aimé que cette loi puisse également s'appliquer dans les cas où on a tué des enfants. Je vous cite des noms comme Jojo Zoumeke, Rachad Agrignan, Anselme Sinandare, Douti Sinalenge, Moufidou, Tchakondo, des enfants qui ont été tués à Toglé, dont les corps sont toujours à la morgue et pour lesquels, manifestement, le règne de cette démocratie et de cette loi que nous devons tous respecter ne s'applique pas. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les crimes de sang. Quand vous prenez des crimes économiques, on nous dit la démocratie, c'est la loi, respectons tous la loi. Moi, je suis totalement d'accord avec le ministre, mais encore faudrait-il que lorsque on nous annonce qu'il y a eu un pacte de corruption qui a conduit à ce qu'il y ait un vrai bradage du patrimoine national, là je fais référence au port autonome de Lomé, puisque c'est ce qui lie M. Bolloré à certaines personnes au Togo, avec un pacte de corruption pour lequel M. Bolloré a avoué avoir fait en tout cas quelque chose de répréhensible, que cette loi que nous devons tous respecter puisse également s'appliquer au Togo et que la justice togolaise se saisisse ou s'autosaisisse pour nous dire finalement au Togo qui a bradé l'argent du port. Et cet argent du port, si on l'avait retrouvé, peut-être que ça pourrait tout simplement permettre aujourd'hui de régler les problèmes des enseignants. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre le ministre autrement en disant que quand il parle de démocratie, il fait référence à son secteur. Il fait justement référence à son secteur. Oui, mais justement, écoutez, nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas dans le secteur de l'enseignement au Togo. Nous sommes dans un pays et nous vivons dans une... Je suis d'accord. Voilà. Mais quand vous évoquez Bolloré et compagnie, ça ne le concerne justement pas. Ah mais justement, n'oubliez pas que monsieur le ministre, il est du secteur du droit. C'est un professeur de droit. Et je sais que... Mais il est ministre de l'Éducation. Mais avant d'être ministre de l'Éducation pour lequel il a été nommé, il a été formé au droit. Il est professeur de droit et je sais qu'en tant que tel, il a certainement la capacité d'apporter en tant qu'intellectuel son point de vue sur la question de la démocratie togolaise et sur la question de la justice togolaise. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le volet de la démocratie. En ce qui concerne le volet de l'ordre et de la discipline. Donc ce que je voulais ramener, c'est qu'on a le sentiment que justement dans le secteur, c'est une organisation verticale. Une gestion ou une gouvernance verticale du secteur. On a donné des ordres aux chefs de service qui ont désobéi, il faut les sanctionner. C'est comme si les chefs de service n'ont pas cette possibilité de réfléchir. On ne leur laisse pas la possibilité d'avoir une analyse propre et d'avoir un sentiment personnel. La question de la grève, c'est une question plutôt sensible. C'est une question pour laquelle des institutions internationales ont légiféré et ont estimé que chaque travailleur avait la possibilité d'exercer ou non ce droit à la grève. Alors, là, vous avez des chefs d'établissement à qui on demande, il faut le dire clairement, de faire de la délation. Permettez que je fasse une petite parenthèse, parce que ça me rappelle un événement que j'ai personnellement vécu lorsque j'étais directeur de la coopération de l'Université de Lomé, avant que je ne présente ma démission. J'étais donc directeur de la coopération de l'Université de Lomé, et en tant que directeur d'un service central, je reçois un jour une note nous annonçant qu'on nous demandait d'envoyer des noms de nos collaborateurs qui étaient absents ou qui arrivaient en retard. Alors, j'avoue que ce papier, je l'ai lu plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien lu, et j'ai trouvé ça particulièrement bizarre. Et j'ai mis ça de côté. Et quelques semaines après, on se retrouve dans une réunion et puis le responsable des ressources humaines qui revient sur la question en disant « Oui, que nous, les directeurs des services centraux, nous n'apportons pas notre soutien à la bonne gouvernance de l'université parce qu'ils nous ont envoyé une note, etc. etc. » Alors, M. Pierrot, je vous assure, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai pris la parole, j'ai dit « Mais comment est-ce que vous estimez que nous, qui sommes des responsables, moi je suis directeur du service de la coopération. Je vais rencontrer mon collaborateur le matin, je vais lui sourire, et à midi, je vais prendre un papier, mettre son nom, qu'il arrive souvent en retard, et qu'il est souvent absent, et je vais vous l'envoyer. Mais qu'est-ce qui m'empêche de l'appeler et lui demander, mais pourquoi est-ce que, à telle date ou à telle date, vous étiez absent? Pourquoi est-ce que vous arrivez souvent en retard? Je ne suis pas en mesure de discuter avec mon collaborateur, et vous me demandez de mettre en place cette pratique de délation. Et heureusement, un autre confrère universitaire a pris la parole pour aller abonder dans le même sens. Et je crois que, j'espère en tout cas,
que le responsable des services des ressources humaines a compris la bêtise dans laquelle il voulait nous inscrire. Mais est-ce qu'on doit parler de délation ou juste de compte rendu? Vous savez, parce que l'autorité voudrait juste qu'on lui rende compte. Qu'on lui rende compte en mettant de façon explicite les... Parce que malheureusement, le Togo n'est pas encore ce pays suffisamment démocratique où vous pouvez même vous-même aller vous inscrire en disant, moi je l'ai vu, excusez-moi encore de donner l'exemple de la France, je l'ai vu dans le secteur de la santé en France, où lorsqu'il y a un mot d'ordre de grève, ceux qui veulent faire grève vont inscrire leur liste en disant, moi, je vais respecter le mot d'ordre de grève. Ceux qui ne vont pas le faire, ils vont également inscrire leur nom et ça permet d'organiser le service. Parce qu'on est dans un pays démocratique, le couperet ne va pas tomber. Malheureusement, au Togo, ça va être compliqué. Ok, nous allons... il y a d'autres questions ici. Il y a par exemple la question de Bertin Amozouvi. C'est une seule question. Il dit qu'il vous admire beaucoup et puis il vous demande si vous avez des ambitions politiques. Alors, vous savez, je ne sais pas ce que vous appelez par ambition politique. Devenir peut-être avoir un mandat électif demain, devenir député, devenir président de la République, devenir ministre, je ne sais pas. Alors, il faut éviter peut-être de lorgner certains fauteuils parmi la liste que vous avez citée. Non, non, mais en fait, soyons sérieux. Non, mais en fait, sur la liste, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de citer? Disons que pour le moment, je suis acteur de la société civile. Je continue mon travail d'acteur de la société civile et de contrôle de l'action publique. En tant que tel, j'essaie de participer un peu à l'éveil des consciences. Il faut faire en sorte que nos populations sachent ce qui se passe. Et quand je le dis, je me dis qu'il ne faut pas qu'on se limite à Lomé. Nous avons beaucoup de difficultés à nous étendre en dehors de Lomé. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. Pour ce qui est de l'avenir, sincèrement, je n'en ai aucune idée. Mes actions ne sont pas motivées par ce qui va se passer demain. Mes actions sont motivées par le fait qu'il faut se battre pour notre pays, le Togo. Il y a un autre qui dit, c'est Bertrand, qui dit que avec votre engagement, est-ce que vous n'avez pas des pots de banane dans l'exercice de votre profession au CHU, par exemple? Si c'est le cas, quelles sont vos difficultés? Disons que je gère. Permettez quand même que je n'aille pas m'étendre sur certains aspects qui sont très personnels. Bien, merci. On va retourner au téléphone. Après Taoufik, nous allons insérer un autre auditeur. Allô? Bonjour, c'est Bozambo qui revient. Oui, Bozambo. Bozambo, avant, on vous avait perdu. C'est le réseau. Ok. Merci, notre invité. Il a parlé de Africa. Ça m'a arrivé. Bozambo, est-ce que vous êtes malade? Je suis un peu malade. Oui, en fait, on sent ça dans votre voix. Et faites l'effort d'osser un peu votre voix. Oui, allez-y. Je voudrais dire que nous, les Togolais, nous sommes trop déterrés. Pourquoi? Il y a peut-être quelque chose qui se passe à Lomé. Si on dit ça sur les médias, on court derrière nous pour nous massacrer, pour nous tuer. Les gens qui vont au Togo, ce qu'ils regardent là-bas, ils veulent que ça se fait à leur pays, dans notre pays, qu'ils ne quittent pas au Togo pour aller à l'extérieur. Nous, dans notre pays. Mais que les gens qui disent quelque chose, on court derrière toi. La fois passée, ma femme a tombé ses amis, on a mené au Champi Campus. Le 22 heures, j'ai quitté à Saint-Ouen, jusqu'à arriver à le 23 heures. Ma femme est sur un petit placard, un petit doit rester à côté de lui, sinon elle va tomber. Jusqu'à 1 heure, j'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas, on n'a pas encore hospitalisé, on dit qu'on doit avoir un scanner d'abord. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour le scanner, ils n'ont pas de crédit pour appeler qui peut faire la scanner, et c'est pourquoi, et j'ai dit peut-être, non, il crédit. On a appelé plus de 5, il dit que 7 heures qu'on va commencer le scanner, 5 cliniques. Et donc, je veux qu'ils sont en permanence au Togo. Il dit qu'il y a ça et que lui, c'est de lui. Il peut nous donner, donc on peut aller. C'est moi-même qui a cherché le voiture pour chercher ma femme pour aller au clinique le cœur. Arrivé là-bas, on a demandé si on peut trouver ici dans 15 minutes de docteur sera là. Dans 15 minutes, le docteur est là. On a fait le scanner. C'est moi-même qui a mis dans le scanner. Après que fini, c'est moi-même qui a mis dans le petit flot. Et amené dans la voiture, c'est moi-même qui a transporté, mis dans le véhicule. Arrivé encore, c'est moi-même qui a mis dans le brancard pour amener. Et on dit que c'est pas possible. Si c'est pas possible, s'il y avait le scanner au Togo, au Champi Campus, on va faire ce placard encore.
que les maladies s'aggravent et ma femme est perdue, et j'ai perdu ma femme comme ça. Il faut que les Togolais réveillent que si on dit que si ça n'arrive pas pour toi, tu me dis que tant pis pour eux. Un beau jour, ça va arriver à toujours. Tous les jours qu'on dit qu'on a besoin de scanners dans tous les hôpitaux, les dirigeants attendent, ils ne disent rien. Bozambo, merci Bozambo pour le témoignage, parce qu'on sait que vous avez perdu récemment votre femme. Là, vous avez profité pour raconter un peu les circonstances qui ont conduit à ce décès. C'est vrai que vous aviez raconté un peu le processus, comment ça se passe dans les différents centres de soins de notre pays, où manifestement on n'a pas toutes les structures ou toutes les commodités pour prendre correctement en charge les malades. Il s'ensuit très souvent des décès, comme ce que vient de nous raconter Bozambo. Après Bozambo, nous allons rester au téléphone pour avoir notre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, Pelé, vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez bien repréciser votre question sur Naboudia? Voilà. Je parlais de M. Naboudia, qui est, je ne sais pas si demain toujours, un membre de fond, second debout. Il est dans les difficultés depuis le 22 février 2020. Ça que je dis, il est dans les difficultés depuis le 22 février. Comment M. Joseph peut trouver son compatriote? Oui, c'est quoi les difficultés? C'est quoi les difficultés? Oh, mais en fait, vous avez compris? Ok, on a compris. Donc, à la deuxième partie de la question. Bien, merci. Je sais pas. Okay. Bon, alors, enfin, disons que c'est pas M. Naboudia qui est seulement en difficulté, puisque aujourd'hui, nous sommes en tout cas des militants pro-démocratie, ça nous le disons clairement, et nous nous battons pour qu'il y ait une alternance politique pacifique dans notre pays, puisque la démocratie, justement, se bâtit également sur le socle de l'alternance. Donc, il ne s'agit pas de dire que M. Naboudia est en difficulté par rapport à ce qui s'est passé en 2020. C'est nous tous qui sommes des militants pro-démocratie qui réfléchissons à la meilleure stratégie pour notre pays pour que le changement puisse intervenir de façon pacifique et que le Togo puisse se reconstruire sur de nouvelles bases avec une justice équitable, tout ce qu'on dit depuis, une justice équitable, pas de corruption, l'argent accaparé par la minorité qui aille à tous, etc. etc. Et donc, cela passe par des actions de ce genre. Je veux parler du meeting, où il faut éveiller les consciences, parce que pour qu'une population puisse se mobiliser, il faut l'informer, etc., etc. Il y a toute une stratégie à bâtir. Ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Il faut du travail, il faut de la réflexion, il faut de l'organisation, il faut de l'engagement sur le terrain. C'est ce que nous essayons de faire. Et en dépit de toutes les difficultés que nous avons, nous essayons d'avancer. Ensuite, la deuxième question, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi parce que ce n'est pas attendu, ça ne va pas se faire. Et je ne suis pas de la primature pour vous dire voilà le plan d'action d'une primature. Moi, je suis citoyen togolais, je rencontre des difficultés dans mon secteur d'activité, je les expose. Je rencontre des difficultés en tant que citoyen lorsque je vois que la justice n'est pas équitable, je le dis. Voilà comment pour le moment j'évolue. Mais si vous voulez qu'on puisse réfléchir ensemble sur un système de bonne gouvernance pour le Togo, pourquoi pas, venez au bureau du Front Citoyen Togo Debout et nous verrons ce que nous pourrons ensemble faire. On peut parler tantôt de la présidentielle de l'année passée, quand on évoque cette présidentielle-là et le nom d'Agbembe Kodio qui revient et qui, par exemple, lance un appel à l'union sacrée après l'arrestation de Jean-Paul Omolou. Comment est-ce que vous percevez ou comment vous recevez cet appel? Je crois que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, les forces vont converger. Mais il est important de passer par certaines étapes. Il est important que, en termes d'organisation,
en termes de travail de terrain et en termes, comment dire, de perspective, on puisse améliorer ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons, de 2017 à maintenant, beaucoup fait, mais certainement pas assez fait, sinon nous n'en serions pas là. Et donc, l'union sacrée ne se fera pas d'un claquement de doigts. Il y a certainement, comme je l'ai dit, un certain nombre d'étapes à franchir, et il faut les franchir. Il faut ce travail d'organisation, il faut ce travail d'objectifs communs à élaborer et à mettre sur pied avant de savoir exactement où mettre les pieds, comment mettre les pieds et comment avancer. Allô? Bonjour. 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 Oui. Bonjour. Salut, Pato. Oui, et votre nom? C'est M. Assombo. Monsieur Asiongbon. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, le Togo est un pays actif. Vous savez pourquoi la vie n'a jamais au Togo? Ce que vous voulez, c'est représenter le temps chrétien. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui sabottent chaque fois la vie. Dans une telle situation, comment peut-vous vous avancer? Moi, j'ai une question. Vous avez un affaire de la société civile. Est-ce que la DMK est un parti politique? Merci, bonne journée. Bien, merci. Pas de sabotage. Oui, c'est vrai que bon, ce n'est peut-être pas propre seulement au Togo malheureusement, mais dans toute lutte, vous avez toujours des gens qui joueront un double rôle ou qui auront un double visage. Un visage qu'ils vont vous présenter à vous et un autre visage qu'ils présenteront ailleurs pour généralement satisfaire des intérêts personnels. Et donc au Togo, nous en avons certainement, nous en avons, c'est sûr. Et il faut quand même composer avec tout cela pour essayer d'avancer. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles, certes, mais ça fait partie des aléas de la vie et de la lutte et il faut l'accepter. Pour ce qui concerne la deuxième question, est-ce que la DMK est un parti politique? Moi, je ne pourrais pas répondre. Je sais qu'il y a des partis politiques, il y a également des acteurs de la société civile. Je crois que la DMK se définit comme un mouvement. Et en tant que tel, si les premiers acteurs disent que c'est un mouvement, il faut considérer que c'est un mouvement et non pas un parti politique. Peut-être un dernier auditeur avant de clôturer cette émission dans environ 7 minutes. L'éditeur, le dernier, on ne l'a pas encore, donc nous allons continuer. Est-ce que je pourrais réintervenir par rapport à la question justement des enseignants? Oui, allez-y. Oui, puisque justement, vous m'aviez posé une question pour savoir, c'est plutôt un auditeur, quelle était la position du front. J'avais commencé à intervenir sur la réaction du ministre, mais je n'étais pas allé au bout de ma réponse. Je voulais dire qu'en fait, apparemment, tout part aujourd'hui d'une certaine incompréhension qu'il y aurait par rapport à la lecture d'un protocole d'accord. Ce protocole a été signé en 2018. En 2018, les enseignants ont bénéficié d'avantages qui leur ont été payés, indexés au salaire. En 2019, ces avantages ont encore été payés, mais cette fois-ci avec une modification. Ça n'a plus été indexé au salaire. Donc en 2020, les enseignants ont cherché à comprendre et ont cherché à discuter avec le pouvoir. Et depuis 2020, ces enseignants ne sont plus payés. On leur promet maintenant des gratifications à partir de janvier 2021. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas de précision sur le montant de la gratification. Ils n'ont pas de précision sur l'échéance, etc., etc. Et moi, ça me renvoie un peu à l'intervention du ministre lorsqu'il dit qu'effectivement, il y a un protocole d'accord qui a été signé de façon assez responsable. Et après, il parle de clair-obscur. Et pour moi, connaissant le ministre Kokoroko et sa façon de mesurer ses propos, je pense que c'est très clair. Lorsqu'il dit que le gouvernement a de façon assez responsable, parce qu'on est soit responsable, soit on ne l'est pas. Quand on dit assez responsable, ça veut dire que lui-même reconnaît, je crois, la faute gouvernementale ou l'imperfection de ce que le gouvernement a mis sur pied lors de cette signature de protocole d'accord. Il a parlé de clair-obscur. Ça veut dire qu'il y a eu des zones d'ombre dans ce protocole d'accord. Et je pense qu'à partir de là, le gouvernement doit avoir l'humilité de discuter clairement avec les gens. Cette épée de Damoclès, cette décision qui a été prise à l'encontre des 1192, de mon point de vue, constitue un précédent grave. Aujourd'hui, il faut peut-être que les centrales syndicales se prononcent, que les travailleurs se prononcent ou se préparent, parce que ça a commencé dans le secteur des enseignements.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les autres secteurs. Non, mais est-ce que les autres ont aussi des gratifications à avoir? Au niveau de la santé, je pense qu'on en a eu. Donc, d'autres secteurs peuvent être concernés. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ce que le ministre a dit. L'État a été assez responsable dans ses décisions. Et à partir de là, il faut que les différents acteurs des différents secteurs professionnels prennent également leurs responsabilités. Sinon, ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'enseignement peut également se passer dans d'autres secteurs. On a eu l'impression à un moment donné que le Togo a définitivement tourné le dos, notamment pour ce qui concerne le secteur de l'éducation avec les mouvements de débrayage. Mais finalement, le pays a été rattrapé cette semaine. C'est pour beaucoup une surprise. Oui, je crois quand même que les enseignants ont fait preuve de suffisamment d'efforts, de maturité, de responsabilité, puisque cette grève, elle devait déjà avoir lieu l'année passée. Elle était prévue pour se tenir en novembre 2020. Il y a eu des discussions. Les enseignants ont compris qu'avec la pandémie, il fallait laisser du temps au pouvoir en place, au gouvernement, pour peut-être prendre le temps de se préparer par rapport à cette promesse qui a été faite. Et un an après, ne voyant rien venir, finalement, les enseignants ont pris leur responsabilité et ont décidé de ce mouvement de débrayage. Mais nous avons le sentiment que malheureusement, on s'inscrit toujours dans le dilatoire. Vous savez, moi j'ai été chef syndicaliste également. Et le système de dilatoire, je le connais. Aujourd'hui, vous allez en réunion, on vous dit qu'on met sur pied un comité. Une semaine après, on met sur pied une cellule. Et depuis que les enseignants sont en discussion à partir de 2020, ils ont le sentiment que c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est un comité qu'on met sur pied. Demain, c'est une cellule. Après, on vous dit que c'est une promesse, comme cela a été défini. C'est une décision juridique. Finalement, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se faire. On vous a promis des gratifications. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va être fait. Vous ne savez pas à quel montant vous allez être payé, etc., etc. Voilà la situation dans laquelle on est. Et les travailleurs, avec les maigres salaires qu'ils ont, je comprends qu'ils aient besoin de cette gratification, peut-être pour pouvoir également vivre dans des conditions légèrement plus acceptables. On a senti quand même une sorte de fermeté venant du gouvernement. La solution, est-ce qu'elle va se trouver dans la fermeté ou dans la conciliation? Je l'ai dit, c'est une conception de la discipline qui, moi, me laisse assez dubitatif. Ça peut peut-être marcher à court terme, mais à long terme, c'est sûr qu'il y aura un retour de bâton. Ça, j'en suis convaincu. Il y a eu des situations de fermeté également au Togo avec d'autres personnalités. Et après quelques années, on a vu ce que ça a entraîné. Donc, moi, je regarde, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la solution, puisque je l'ai dit, dans sa signature de protocole d'accord, le gouvernement n'a pas été responsable. Il a été assez responsable, donc cela laisse un petit doute. Et les clairs-obscurs qu'il y a eu, à mon avis, doivent appeler à beaucoup plus d'humilité, appeler les gens pour discuter, expliquer clairement ce qu'on est en mesure de faire, orienter clairement les ressources de ce pays pour prendre en charge, prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Il nous reste environ 1 minute pour clôturer cette émission. Je vous laisse la possibilité de conclure. Alors, moi, je reviens au meeting du Front citoyen Togo Debout parce que pour moi, il est important que dans un pays démocratique, puisque le Togo est censé être une démocratie, il est donc important que dans un pays démocratique, les populations puissent avoir la possibilité d'exercer librement leur liberté de manifestation publique pacifique. Donc, qu'on autorise les populations de Lomé et des environs à se retrouver à Bekondiandi le 20 novembre à partir de 14 h pour un meeting. Nous sommes des gens responsables, nous ne sommes pas venus pour faire de la subversion, nous sommes là pour discuter entre gens responsables, poser le problème de la justice au Togo. Le président de la Cour suprême lui-même l'a dit, cette justice, elle ne peut pas fonctionner. Vous savez, une nation, ça se construit sur une justice équitable. Et si nous voulons vraiment construire une vraie nation togolaise, il faut que nous puissions tous ensemble réfléchir à comment faire pour revaloriser notre système judiciaire. Professeur David Doucet, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, merci d'être venu. Cette émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir des 19 h. Merci à Romanique Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Ouatiobé. Bonne suite à vous. Au revoir.